Mais ici, Hugo Chavez, en France, jouit d'un certain prestige, au moins vis-à-vis d'une certaine partie de la classe politique. N'est-ce pas parce que la France souffre de la nostalgie d'un vrai leader de gauche? N'est-ce pas parce que nous rêvons d'un socialisme incarné que nous désespérons de voir sur notre propre sol? Il est vrai que la gauche française peut être désenchantée parce que nous vivons une politique qui est d'austérité. On a tendance à penser qu'on doit s'aligner sur un capitalisme anglo-saxon qui nous paraît ultralibéral et assez agressif. Donc en fait, la gauche française peut s'inquiéter de la pertinence de ces modèles, de leur pérennité et de leur capacité à s'incarner réellement au XXIe siècle. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a pu donc expliquer l'engouement pour Chavez. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette inquiétude sur l'incarnation du socialisme, c'est quelque chose qui a été sensible dès Marx en fait. Dès Marx lui-même s'est inquiété, vu que ses prédictions étaient théoriques, il s'est inquiété de leur incarnation possible. Et il a écrit donc au fur et à mesure de sa vie que tel ou tel pays, et il a beaucoup changé, allait être le pays par lequel le socialisme allait arriver à la réalité. Par exemple, en 1845, pas lui mais Engels, son comparse en fait, écrit que ce sera en Angleterre que commencera une révolution sanglante. En 1847-48, les communistes pensent que ce sera en Allemagne que ça arrivera. On pense aussi à la Pologne. En 1848, Marx espère un printemps des peuples et il annonce dans la Nouvelle Gazette Rhénane que ce sera vraisemblablement en France. En 1856, il écrit « L'Espagne est mûre pour une action commune ». En 1858, il pense que la révolution de Russie a commencé. En 1863-64, il penche à nouveau pour la Pologne. En 1869, ses faveurs retournent à la France. Et à partir de 1874, il pense que plutôt que les pays classiques d'Europe de l'Ouest, ce sera dans l'Europe de l'Est. Et donc en 1877, il diagnostique la Russie, ce qu'il confirme en 1882. Alors il ne faut pas voir dans Marx une girouette, il faut simplement comprendre que, comme tout théoricien, il ne pouvait pas savoir où ça allait venir, et qu'il était donc parfaitement pragmatique, et se demandait quand le socialisme allait s'incarner. Ce qui veut dire qu'il y a une inquiétude constitutive du socialisme, c'est que ce n'est pas le courant de pensée qui s'est le plus incarné dans l'histoire. Donc il y a une inquiétude, c'est est-ce que ça peut encore marcher? Est-ce que ça va s'incarner? Est-ce que vraiment il y a possibilité que ce devienne réel? Chavez n'a pas pour seule influence le socialisme, même s'il a voulu incarner le socialisme du XXIe siècle. Il a aussi pour influence le Bolivar. Simon Bolivar est un général et un homme politique qui était anti-impérialiste au XVIIIe siècle, enfin il est né en 1783, il est mort en 1830. Il était nationaliste et il a participé à l'indépendance de la majorité des pays d'Amérique du Sud, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Panama, le Venezuela. Et il participe aussi à la création de ce qu'on appelle la Grande Colombie, qui est un pays plus large que la Colombie actuelle, vu que cela comporte la Colombie et le Panama, l'Équateur et le Venezuela. Il a été président de ce très grand pays. Chavez, en fait, a toujours repris explicitement certaines de ses idées. Il a prôné notamment ce qu'il appelle le néo-bolivarisme. Il se définissait comme un leader bolivarien. Et c'est très bolivarien, c'est en fait qu'il voulait que le pays soit indépendant à l'égard des grandes puissances, donc ici les États-Unis, d'où les provocations verbales qu'il faisait à l'égard des États-Unis, dont on a vu que c'était des provocations quand même éminemment verbales. Il n'empêche qu'il voulait être indépendant à l'égard des dominants, et il voulait aussi créer une sorte d'unification, en tout cas influencer sur l'unification croissante des pays d'Amérique du Sud, pour en fait qu'il y ait un rapprochement entre ex-colonies. Et il voulait œuvrer justement à cette espèce de cohérence régionale, pour justement que les Sud-Américains s'entraident. C'est cette volonté donc d'apparaître comme le rassembleur des peuples dominés d'Amérique du Sud qui fait que Chavez apparaît vraiment comme un leader bolivarien. Mais il disait aussi incarner le socialisme du XXIe siècle. Dans quelle mesure? On peut retenir qu'il a nationalisé une partie de l'économie, et aussi qu'il a massivement lutté contre la pauvreté, par le biais de missions, les missiones, qui avaient pour but l'éducation, l'accès aux soins médico-sociaux et la redistribution des richesses. Mais il a aussi créé un mythe autour de sa personne, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'il a laissé une trace dans l'histoire, mais la question c'est laquelle, et est-il un grand homme, au sens de Hegel. Un grand homme, c'est un concept qui est expliqué par Hegel dans son livre La raison dans l'histoire, chapitre 2, partie 2, la fin.
il explique en fait que les grands hommes prennent leur place dans sa conception de l'histoire qui est une conception d'histoire orientée. Pour Hegel, il y a un progrès dans l'histoire. L'histoire va vers un but et elle a besoin d'agents. Ces agents vont être les grands hommes qui vont réaliser des étapes, qui vont réaliser des avancées essentielles dans la réalisation de l'esprit. Comme l'écrit Hegel, ce sont maintenant les grands hommes historiques qui saisissent cet universel supérieur et font de lui leur but. Ce sont eux qui réalisent ce but qui correspond au concept supérieur de l'esprit. Ils réalisent quelque chose qui est d'un cran supérieur. Pour autant, ils n'ont pas conscience de ce, forcément en tout cas, ils n'ont pas forcément conscience de ce plan de l'histoire. Ils ont juste conscience de leur but à eux, qu'ils veulent absolument, mais ce sont des agents qui sont jusqu'à un certain point aveugles. Ils sont à la fois extrêmement lucides parce qu'ils voient mieux que le commun des mortels, ils voient plus loin, ils pressentent en fait ce que doit devenir le monde, mais en même temps, ils sont aveugles parce qu'ils sont les jouets de l'histoire en fait, autant qu'ils en sont les agents. Donc en fait, ils veulent en fait des choses qui sont inouïes, qui sont nouvelles. Ils voient mieux que les autres, c'est ce qu'il écrit. Il écrit, ils savent quelle est la vérité de leur monde et de leur temps, ils connaissent le concept, c'est-à-dire l'universel qui est en train de se produire et qui s'imposera à la prochaine étape. Les autres se rassemblent, comme nous l'avons dit, autour de leur bannière parce qu'ils expriment les tendances les plus profondes de l'époque. Si on veut, à la lumière de cela, que Chavez soit un grand homme, il faut qu'il ait compris quelque chose de nouveau concernant son pays, quelque chose qui doit arriver. Donc son pays, par exemple, doit-il devenir plus social qu'il n'était auparavant? Et est-ce que son action a été un pas décisif dans cette direction? C'est une question qu'il faudrait se poser. Il faut aussi comprendre que les grands hommes, d'après Hegel, sont des gens qui ne vont pas être de l'avis de tout le monde. Et du coup, placés devant un but aussi grand, ils se sont audacieusement proposés de le servir contre l'opinion des hommes. Ce n'est pas leur bonheur qu'ils ont choisi, mais la peine. Ce sont des hommes en fait qui véritablement en fait choisissent leur but et font fi de l'opinion des gens, font fi de l'opinion commune, c'est qui les rend d'ailleurs fédérateurs. Les gens les suivent parce que justement ils sont nouveaux, ils y croient et ils incarnent mieux leur époque, mieux ce qu'elle va devenir que les autres. Et du coup, ils ont aussi parfois méprisé les valeurs admises. Il le dit, leur honneur, c'est précisément d'avoir tourné le dos aux valeurs admises. En poursuivant leurs grands intérêts, les grands hommes ont souvent traité légèrement, sans égard, d'autres intérêts vénérables en soi parce qu'issus du passé, et même des droits sacrés. C'est là une manière de se conduire qui est assurément exposée au blâme moral. Mais leur position est tout autre, ils voient plus loin. Une si grande figure écrase nécessairement maintes fleurs innocence, ruine maintes choses sur son passage. Ce que veut dire Hegel, c'est qu'à grand jeu de l'histoire, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, et que quand on veut avancer sur le grand chemin de l'histoire et faire une avancée prodigieuse, il va falloir briser des choses. Et donc la question aussi qu'on pourrait se poser, c'est parce que Chavez s'est fait beaucoup d'ennemis, est-ce que ça rentre dans cette catégorie-là en fait? Est-ce que ce qu'il a réalisé est suffisamment grand pour que ça justifie tous les ennemis qui se soient faits? Enfin, une des caractéristiques des grands hommes, c'est que ce sont des êtres passionnés. Comme il le dit en fait, comme Hegel dit, ces grands hommes semblent obéir uniquement à leur passion, à leur caprice. Et le fait que la raison qui est à l'œuvre dans l'histoire se réalise à travers la passion des grands hommes, c'est ce que Hegel appelle la ruse de la raison. C'est-à-dire que la raison, qui est le véritable moteur, le moteur réel de l'histoire, se cache derrière les passions des grands hommes qui semblent obéir à leur passion mais réalisent quelque chose qui les dépasse sans vraiment se rendre complètement compte, comme on l'a vu. Hegel écrit « On peut appeler ruse de la raison le fait qu'elle laisse agir à sa place les passions, en sorte que c'est seulement le moyen par lequel elle parvient à l'existence qui éprouve des pertes et subit des dommages. » Ce que ça veut dire en fait, c'est que la passion paie les pots cassés, elle essuie les plâtres, et du coup la raison tranquillement avance son petit chemin, pépère, sans se dévoiler. Donc en fait, pour que Chavez ait été un grand homme, il faut qu'il ait réalisé une avancée décisive. Et il est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup lutté contre la pauvreté. Donc a-t-il ouvert ou non une nouvelle ère dans son pays, à défaut de l'Amérique du Sud, comme soyez un peu plus modeste, a-t-il ouvert une nouvelle ère au Venezuela? Et est-ce que ça justifie les difficultés qui ont été les siennes et qu'il laisse derrière lui? En effet, on peut se demander, parce qu'en France, Chavez est vu par la gauche en fait comme quelqu'un de miraculeux,
quasiment miraculeux. D'où vient ce fantasme? Fantasme parce qu'en fait, c'est un personnage qui est beaucoup plus ambigu que cela. Et en fait, ce fantasme, il y a plusieurs pistes en fait, pour l'expliquer. Un, il a véritablement lutté contre la pauvreté. Il en a fait son cheval de bataille. Comme on l'a dit, il a créé des missionnaires, des missions qui ont véritablement permis à la pauvreté de reculer à environ 11% en moins. Il a lutté contre le problème de l'accès à l'éducation. Il a vraiment ouvert l'éducation à tout le monde. Et il a créé des soins médico-sociaux qui sont plus facilement accessibles. Donc en fait, ça toucherait notre fibre sociale. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que c'est quelque chose qui a été fait quand même sur les revenus du pétrole. Enfin, deuxième piste aussi pour lesquelles Chavez peut être bien vu par la gauche française, c'est que c'est un peu une grande gueule. C'est quelqu'un qui est anti-impérialiste et qui s'en cache pas trop. On a vu ce qu'il a dit à Bush, par exemple, enfin, concernant Bush à l'ONU. Et du coup, ça donne un petit côté je suis un leader couillu, qui est propre à plaire à certains leaders de gauche qui se disent que, après tout, le monde libéral n'est pas le seul. En tout cas, ils souhaitent que ce ne soit pas le seul. Et quelqu'un qui y croit et qui dit en plus incarner le socialisme du XXIe siècle, forcément, ça les intéresse.